Alors aujourd'hui, quand on apprend l'algèbre au collège et on passe très rapidement au lycée avec les monômes et les polynômes, alors est-ce que les polynômes existent dans la tradition arabe? À quel moment ces polynômes apparaissent et sous quelle forme? Parce que jusque-là, en connaissant un peu les textes arabes et surtout un peu l'histoire du symbolisme mathématique, il est évident, et vous l'avez dit, que les textes dont on parle sont dépourvus de symboles. Ce Tout à fait. sont des mathématiques rhétoriques, des mots après des mots et après des mots. Alors, comment les polynômes ou la théorie des polynômes apparaît-elle et pourquoi? Alors, de toute façon, hein, les polynômes en tant que tels apparaissent avec l'apparition de l'algèbre, au sens d'Al-Khawarizmi. Pourquoi? Sauf qu'ils n'apparaissent pas de manière autonome. La chose importante, c'est quand vont-ils apparaître de manière autonome et quand ils vont devenir eux-mêmes seuls, indépendamment des équations, des objets d'étude. C'est ça qui est intéressant. C'est ce saut qualitatif qu'il faut expliquer. Mais sinon, dès le premier livre d'algèbre, le livre d'Al-Khawarizmi, à partir du moment où Al-Khawarizmi définit les 6 équations, eh bien, il y a des monômes, et il y a les premiers polynômes. Et les premiers polynômes, eh c'est dans l'équation 4, 5, 6, il y a des polynômes avec 2 monômes, puisqu'il y a, par exemple, ax2 plus bx égale c, ax2 plus c égale bx. Sauf que c'est toujours des éléments d'une équation. C'est solidaire. Le premier, connu, parce que lui-même dit qu'il n'est pas le premier. Mais les documents sont perdus. Mais oui. Premier connu, qui parle explicitement des polynômes indépendamment des équations. En se référant d'ailleurs à Al-Khawarizmi comme ayant été celui qui a étudié le premier des équations. Donc il n'est pas bête, hein, il sait très bien que c'est lié. Le premier, c'est Ibn Sinan Ibn al-Fath. Ce monsieur est du Xe siècle, probablement après Abu Kamil, et il dit explicitement, il revendique la paternité d'une démarche nouvelle, qui est la chose suivante. C'est la première fois qu'on généralise la notion de polynôme en disant qu'il peut y avoir des polynômes, on dirait aujourd'hui, de degré n. Alors qu'avant, on manipulait ce qu'on dit, on appelle aujourd'hui de degré 1, degré 3, de 2, 3, 4, juste pour des raisons d'équation, d'ailleurs pour les ramener ensuite à des équations du second degré, parce qu'on ne sait pas faire plus. Bien. Mais là, le monsieur dit, eh bien, les polynômes sont de degré n'importe lesquels. Pourquoi il fait ça? Parce que, en fait, son souci, ce n'est pas les polynômes. Mais c'est venu naturellement, par nécessité. Son souci, c'est toujours la tradition d'Al-Khawarizmi. Vous savez, il n'y a pas de mathématicien génial qui brusquement se réveille un jour, dans toute l'histoire de l'humanité, et qui dit, je vais inventer une théorie. Il part de ce qui existe, et puis il voit que ce qui existe doit être étendu parce qu'il y a des problèmes qui se posent, soit de manière théorique dans la communauté scientifique, soit parce qu'il y a des problèmes nouveaux qui se sont posés chez les astronomes, chez les physiciens, et ils sont posés aux mathématiciens après. Voilà, et on leur demande des outils, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous savez, il faut parler de la modernité de la pratique scientifique au 9e siècle, 10e siècle, il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va considérer que il n'est pas normal de rester uniquement avec une famille d'équations qui ne contient que 6 éléments. Parce que dans la pratique, ils ont commencé à découvrir des équations qui avaient 3 éléments, 4 éléments, même si elles étaient réductibles, ces équations, à des équations de premier et second degré. Alors ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors comme ils étaient limités par la technique de résolution, ils se sont dit, est-ce qu'il y a des équations de degré quelconque, mais que l'on peut quand même résoudre par les outils d'Al-Khawarizmi? Et donc, est-ce qu'il n'y a que les 6? Eh bien, on a très vite trouvé qu'il y en avait beaucoup, mais qu'on pouvait, par 2 opérations, que nous appelons aujourd'hui la simplification, quand on a une équation, ou bien qu'on appelle aujourd'hui le changement de variable. Alors, ces 2 opérations vont être inventées dans l'algèbre arabe, par nécessité, pour ramener une famille infinie d'objets qui existent dans la nature uniquement aux 6 modèles. Ça, c'est une opération quand même théorique, nouvelle. Eh bien, Sinan ibn al-Fath revendique la paternité de cette généralisation. C'est le premier qui étudie une classe d'équations en nombre infini qui est réductible aux 6 équations canoniques d'Al-Khawarizmi. Donc il a en fait 6 classes infinies,
il y a la classe des équations réductibles à la première, la classe des équations réductibles à la deuxième, etc., etc. Eh bien, ça, c'est un pas très important dans la généralisation de la notion d'équation, mais dans l'apparition de la notion de polynôme de degré quelconque, et surtout, dans l'apparition de l'étude des polynômes en tant que tels. Mais lui, il ne fait pas plus. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va venir après lui, qui va prendre ces polynômes maintenant, qui va les dissocier des équations, et qui va dire, eh bien, il faut savoir les manipuler. Mais ça aussi, en fait, son origine est chez le Khwarizmi. Parce que le Khwarizmi apprend au calculateur à manipuler les monomes, à les mettre à droite, à gauche, à ajouter, à multiplier, à faire des identités remarquables. Mais ça, c'est quand même une manipulation de polynômes. Mais ça restait jusqu'au degré 2. Bien. Et puis, sauf que, avec la généralisation de la notion d'équation et de polynôme, eh bien, les manipulations deviennent plus compliquées. Et donc, ça devient... Alors, à ce moment-là, on a posé un problème concret, et qui est aussi théorique. Peut-on généraliser toutes les opérations arithmétiques que l'on faisait avec les petits monomes qu'on avait avec le Khwarizmi, peut-on les généraliser à des polynômes quelconques? Et c'est comme ça qu'on a commencé l'étude chez le Karaji, dans un livre perdu, et reprise par Samuel, qui est un mathématicien mort en 1175, mais d'ailleurs qui n'attribue pas, qui s'attribue pas la paternité de la notion de polynôme, mais qui va s'attribuer la paternité quand même de l'extension des opérations. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle l'extension des opérations arithmétiques à cet ensemble d'objets qui sont les polynômes. Alors, les polynômes en eux-mêmes sont des objets nouveaux, bien, issus des équations qui sont des objets nouveaux, pardon. Et puis les opérations, bien, on va dire, on va essayer de montrer comment ajouter deux polynômes, soustraire deux polynômes, de degré quelconque, comment multiplier un polynôme par un polynôme, c'est plus délicat, comment diviser un polynôme par un polynôme, c'est encore plus délicat. Bien sûr, ils vont s'arranger pour étudier uniquement la classe des polynômes qui sont divisibles par d'autres polynômes. Et enfin, on trouve même chez Samuel comment prendre la racine carrée d'un polynôme. Abstrait. Oui. Et donc là, grâce à cette préoccupation, grâce à ces pratiques nouvelles, ils vont ouvrir une nouvelle porte encore, et ça montre vraiment que les mathématiques avancent par nécessité. Cette nouvelle porte, c'est que pour pouvoir manipuler des polynômes de degré n, il n'est plus possible de les représenter uniquement de les exprimer par la parole. Et la rhétorique mathématique ne suffisait plus. Il y avait des limites objectives, à la fois à la mémoire et à la parole. Et donc, naturellement, par nécessité, pour dépasser des limites objectives, eh bien, on va inventer le premier symbolisme. Et le premier symbolisme, et c'est normal que ce soit celui-là et pas autre chose, ce n'est pas le symbolisme littéral avec des lettres. Oui. Non, celui-là va être inventé plus tard. Mais là, on va inventer celui dont on a besoin. C'est le symbolisme des tableaux. Pour la première fois, on a dit qu'est-ce que c'est qu'un polynôme. Et vous allez voir, c'est d'une modernité incroyable. Ils n'ont pas gardé le polynôme de manière rigide. Ils ont dit qu'est-ce que c'est qu'un polynôme. En fait, on manipule des coefficients. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'on enseigne à nos étudiants aujourd'hui, en terminale et en première année d'université. Un polynôme, ce n'est que des coefficients. Donc, si on arrive à placer les coefficients dans des colonnes pour qu'on ne perde pas la mémoire que c'est un coefficient de x3, de x4, de 1 sur x2, parce que dans la lancée, ils ont fait tout, n appartenant à z. Alors, puisque si on arrive à repérer leur position pour un polynôme donné, qu'on fait la même chose pour un deuxième polynôme, la manipulation stricte des coefficients suffit pour avoir la manipulation sur les polynômes. Alors on va additionner les coefficients, on va soustraire des coefficients en tenant compte des colonnes, et le résultat, on va le mettre dans la bonne colonne. Pour l'addition, ça ne mange pas de pain, c'est la même colonne, la soustraction. Mais pour la multiplication, il faut savoir trouver un algorithme, et donc une règle, qu'on appellera plus tard la règle des puissances, qui fait que, quand vous prenez un coefficient de la colonne numéro 3, et vous multipliez par le coefficient de la colonne numéro 5, vous devez mettre le tout dans la colonne numéro 7. D'accord? Ou 8, ça dépend du référentiel. Ça dépend si on départ de 0 ou de 1. Tout le problème est là. D'accord? Bien. Ben voilà, ça y est, on a inventé la règle des puissances, sans la théoriser, sans la démontrer, c'est pas la peine. Alors bon, les aigris des mathématiques et de l'histoire des mathématiques
disent « Ouais, mais ils n'ont rien démontré ». Je suis désolé, mais les mathématiques et toute science avancent d'abord en tâtonnant, on découvre des belles choses. Après, il y a toujours les architectes, les maçons qui consolident les digues. Hein. Il faut d'abord mettre les digues. Voilà, c'est comme ça. Dans l'histoire des sciences, ça avance comme ça. Et donc, il faut, comme disent les musulmans, il ne faut pas oublier de faire une prière pour le repos de Sinan ibn al-Fath et de Samuel, même s'ils n'ont découvert que cette règle sans la démontrer. D'accord? Il faut faire une prière pour le repos de son âme. Et puis s'il faut faire 2 prières pour celui qui va démontrer plus tard, c'est pas grave. On en fera 2. On en fera 2.